Métaux GBL se spécialise dans la structure d'acier commercial, industriel ou institutionnel. De plus, nous montons des structures de bois partout au Québec. Véritable développeur économique dans le milieu, Métaux GBL emploie 35 personnes dans ce secteur. Métaux GBL Studio 550 Adélard Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88 276 6102. Toute notre équipe est très heureuse de la réouverture de la papetière à produits forestiers résolus et souhaite la meilleure des chances aux travailleurs. Premier match de la série de série mondiale ce soir à San Francisco sur le coup de 20h07. Justin Verlander fera face à Barry Zito. Et pour en parler, on n'est pas capable de rejoindre la plupart de nos collaborateurs baseball. On va parler, pour une première fois, vous l'avez entendu régulièrement dans Radio Sport, c'est le gérant des Capitales de Québec qui va faire un petit peu sur ses débuts comme analyste de baseball dans radiosport.com. Salut Pat Scalabrini. Salut Dan, comment ça va? Ça va bien, Patrick. On dit souvent qu'au baseball, the game is pitching. Et ce soir, les Tigers de Détroit, avec leur rotation qui ont été dominantes depuis le début de la saison, partent largement favoris. Oui, honnêtement, c'est un petit peu la même analyse que tout le monde fait, mais moi, je suis particulièrement d'accord avec ça. Le côté lanceur partant, les Tigers sont tellement dominants. Ils ont probablement 3 lanceurs partants qui peuvent lancer un match en point de coup sûr à tous leurs départs, tellement ils ont de l'étoffe incroyable. Donc, c'est difficile de ne pas les mettre favoris en partant juste simplement à cause de ça, là. OK. Et du côté des Giants, écoute, le fait... Comment on peut voir ça? Ils tiraient de l'arrière contre les Reds de Cincinnati. Ils tiraient de l'arrière contre les Cards de Saint-Louis. Ils étaient à un match de l'élimination. Finalement, ils ont trouvé le moyen dans les 2 cas de revenir. Est-ce que ça pourrait quand même... La plupart des observateurs voient les Tigers en 5. Est-ce que le caractère des Giants pourrait faire... Parce qu'ils ont montré énormément de caractère. Est-ce que ça pourrait être quand même en 6 ou même 7 matchs ou ça pourrait être très court? Non, moi je vois une longue série, effectivement, à cause de ça. Les Giants, une gang de guerriers là-dedans, ils sont battus depuis le début de la saison, sont relevés après des coups durs. Tu parles du fait qu'ils sont tombés de l'arrière dans les 2 séries, mais simplement de perdre de Melky Cabrera cette année, qui était probablement leur meilleur joueur à ce moment-là, ça démontre énormément de caractère également. Donc, ça sera pas facile. Je pense que les Tigers sont assez intelligents pour savoir ça. Mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est des longues séries. Puis je pense que le talent brut des Tigers va gagner par-dessus ça. Par contre, Pat, tu es d'accord avec moi que le cœur de la formation avec Buster Posey, Pablo Sandoval, Hunter Pence, c'est pas la mer à boire. Puis ça, c'est important dans une série même, le cœur de la formation de l'équipe. Non, t'as raison. Il y a des joueurs de talent. Posey, il faut pas oublier que c'est le gars qui a fini dans la meilleure moyenne dans toutes les ligues majeures. C'est un gros bonhomme, c'est un gars qui a beaucoup de talent. Donc, il va falloir qu'il y ait une meilleure série qu'il a depuis le début de l'année pour espérer que les Giants espèrent se rendre plus loin. C'est sûr qu'on est loin des Cabrera, des fielders, là. OK. Damon Young va jouer au champ gauche, évidemment, en raison de... Bon, c'est le frappeur de choix, sauf qu'en raison de l'absence du frappeur de choix dans les premiers matchs, vu que c'est dans un stade de la Ligue nationale, est-ce que ça peut désavantager les Tigers? Peut-être. Au bout de la ligne, je crois pas. Je pense qu'il est plus... Okay. J'allais dire, il est ordinaire. Il est plutôt mauvais dans la gauche, mais il est capable de faire le boulot, je pense. Au bout de la ligne, personne pense qu'il va être un facteur important par sa défensive. OK. Pat, ta prédiction pour cette série-là? Moi, je vais aller Détroit en 6. Détroit en 6, donc on va surveiller ça. Après, c'est à peu près ça aussi que je vais y aller avec les Tigers en 6. Hey Pat, puisque on va commenter l'actualité dans le baseball. Il y a plusieurs actualités dans le baseball. Le nom, les Red Sox de Boston ont trouvé leur gérant. Il y avait des rumeurs que Tim Wallach pourrait se retrouver là. Finalement, c'est John Farrell, leur ancien instructeur des lanceurs, qui se retrouve maintenant leur gérant. Ils ont dû céder le joueur d'avant-champ Mike Avalis aux Blue Jays en compensation. Es-tu surpris de voir Farrell aboutir à Boston? Je suis pas surpris, non, parce que c'est un gars que c'est clairement le gars qui ont au-dessus de leur liste là, pour
succédé à Francona, là, parce qu'il faut pas se le cacher, là, que Valentine était là temporairement. Je pense qu'il avait signé en attendant que Farrell finisse son contrat avec les Blue Jays devant la pitoyable saison que Valentine a eue à Boston. Ça a simplement accéléré le processus. Okay. Il y avait d'autres excellents candidats, à mon avis. Par contre, c'était évident que Farrell était l'homme qui voulait avoir à moyen terme là, à Boston. On parle maintenant que le problème, c'est déplacé à Toronto comme gérant. Le nom qui revient le plus continuellement dans la discussion, c'est Sandy Alomar Jr., l'ancien receveur des Indiens de Cleveland, entre autres. Crois-tu qu'Alomar, on dit très près de Paul Beeston, le gérant, le propriétaire des Blue Jays, ou pas le propriétaire, mais le président des Jays. Penses-tu que Sandy Alomar part avec une longueur d'avance? Ben, je crois que oui, puis je l'espère. Honnêtement, c'est un beau candidat, c'est un gars intelligent qui a beaucoup de vécu baseball, qui a une belle personnalité également. Donc, ça prend un petit peu de ça aussi. Ça prend un petit peu de couleur, ça prend quelqu'un qui a le désir, qui a le goût d'être là. Donc, je crois que oui. Je pense que encore là, il y a sûrement d'autres excellents candidats, là, mais je pense que Alomar, pour son passé, pour ce qu'il a le désir de faire, je pense qu'il est parfait pour se retrouver à Toronto. OK, donc on va surveiller ça de très très près. Autre sujet d'actualité, les Marlins de Floride ont congédié Ozzie Guillen. C'est pas vraiment une surprise. Ozzie Guillen, qui était quand même déjà contesté en Floride pour ses propos racistes en début d'année. Et lorsqu'on connaît les deux moineaux qui sont là, Jeffrey Loria et David Samson, il n'y a pas de surprenant. C'est pas surprenant que finalement Guillen, que son passage en Floride n'a pas fait long feu. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui se questionnaient à ce sujet-là au moment où ils ont signé Guillen et puis qui ont amené une gang de vedettes là-bas. Guillen, c'est un gars qui prend énormément de place, un gars qui parle énormément, donc qui aime avoir les projecteurs tournés vers lui. Et puis souvent, quand il y a une gang de vedettes dans une équipe, ça fonctionne pas nécessairement. Donc ça leur a explosé assez rapidement pour différentes raisons. Je suis pas surpris, surtout avec la saison misérable qu'ils ont eue là-bas, là. Surtout une année qu'ils voulaient avoir énormément de succès avec le nouveau stade et tous les agents libres qu'ils ont signés. Donc ça m'étonne pas. J'ai hâte de voir le nouveau entraîneur-chef là-bas. Ça va sûrement être quelqu'un un petit peu plus calme, un petit peu plus loin, qui aime être un petit peu loin des projecteurs, à mon avis. OK. Et le dernier point que je veux t'emmener, les Yankees, on a fait un petit peu le post-mortem de l'année, de la fin de saison tout à fait désastreuse. Pat, t'es un gars qui dirige dans le baseball. Qu'est-ce qui a pu se passer chez les Yankees que les joueurs de talent tombent tous en même temps en léthargie? Je pense à Rodriguez, je pense à Granderson. Moi, je fais le parallèle avec les Red Sox l'année passée, la fin de saison désastreuse. Est-ce qu'il y a un parallèle qui peut se faire entre les deux? Bon, on a su à la fin qu'est-ce qui s'est passé. La bisbille a pas été pognée dans le vestiaire. Les joueurs, là, ça coulait douce. John Lester et ainsi de suite. Terry Francona, c'est ça qui a fait perdre le poste à Francona. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre l'écroulement des Red Sox de l'an passé et celui des Yankees cette année? Ben peut-être, hein, c'est difficile à dire parce qu'on savait pas trop ce qui s'était passé à Boston jusqu'à temps que ça sorte dans les médias, mais ouais. À Yankees, c'est une équipe beaucoup plus serrée pendant toute l'année. Tu sais, je connais quelques joueurs, je connais Russell Martin et tout. C'est une équipe qui a une belle camaraderie, tout ça. C'est certain qu'Alex Rodriguez est un petit peu différent des autres, dans le sens où il est un petit peu particulier puis il a fait ses propres choses. Donc c'est peut-être à partir du moment où lui s'est écroulé, c'est contrairement à Robinson Cano qui a eu des séries misérables également, mais Cano est un gars très populaire dans la chambre et à New York. C'est peut-être un peu plus pour ça qu'il est demeuré, qu'il a joué à tous les jours et puis qu'il a eu la confiance de tout le monde jusqu'à la fin. Donc peut-être ça part de là. Honnêtement, je pense que c'est peut-être le temps pour Rodriguez de se retrouver ailleurs puis de clarifier un petit peu la chambre des joueurs dans ce sens-là. Mais Pat, le fait que quand Derek Jeter s'est blessé, penses-tu que c'était la fin des Yankees? Juste la présence et le leadership que dégage Derek Jeter, penses-tu que c'était là le commencement de la fin également? Oui, c'est certain. Jeter, plus que par ses performances sur le terrain, c'est tellement un meneur. C'est lui qui en prend énormément sur ses épaules.
Donc, je pense que au moment où Derek est tombé, je pense que les autres vétérans ont essayé d'en faire un petit peu plus et d'en prendre plus sur leurs épaules. Et puis, on sait bien qu'au baseball, comme dans plusieurs sports, là, plus tu te mets de pression toi-même, plus c'est difficile de performer. Donc, c'est effectivement là, c'est un gros point tournant pour les Yankees. On sentait déjà l'énergie là à la baisse au moment où ça s'est arrivé. Ben, Pat, un gros merci, puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler. On va suivre encore plus le baseball indépendant, je pense, l'an prochain, avec l'arrivée de Trois-Rivières. Une question tient là-dessus. Penses-tu que ça va certainement augmenter la popularité de la Ligue Can-Am, l'arrivée de Trois-Rivières, là? Écoute bien, là. Ben, je l'espère. Écoute, c'est d'avoir un nouveau rival autant près de nous là, géographiquement qu'une équipe, une autre équipe québécoise qui va se battre pour aller chercher les bons joueurs canadiens, québécois. Donc, j'ai très hâte de voir ça. C'est sûr que pour les joueurs, que pour le monde de l'entourage, on est tous très excités à l'idée de ça. Puis en plus, ça va être Pierre-Luc Laforêt qui va prendre en charge le tout. Donc, ça va être intéressant, ça va être excitant. Puis je pense qu'on entend déjà beaucoup parler là, des partisans et tout ça. Ils ont hâte de voir ces matchs-là Québec-Trois-Rivières. Et surtout la notoriété que ça va apporter. Tu sais, la Ligue Can-Am, je pense que c'était à Worcester cette année que ça a fait défaut. Je pense que la Ligue était vraiment où on savait pas s'il y avait avoir des matchs, les huissiers étaient là. Le fait qu'Éric Gagné, Marc-André Bergeron soient là, ça amène énormément de crédibilité, les propriétaires aussi. Oui, absolument. Puis il y a des gens qui ont les reins solides et très intéressés par le baseball là-bas, donc absolument, tu as tout à fait raison là-dessus. Ouais. Ben, Pat, on va s'en reparler très prochainement, puis dès que l'actualité chez les Capitales va l'exiger. Excellent, merci, à bientôt. Voilà, le gérant des Capitales, Pat Scalabrini, commentait la série mondiale de baseball qui débute ce soir à 20h07 et qui commentait également l'actualité dans le baseball.